Jean d'Amérique, bonjour. Alors, tu es poète, romancier, dramaturge. euh, Tu fais aussi j'ai vu aussi que tu lisais des poésies à l'oral. Tu es donc peut-être performeur, je ne sais pas. Comment peux-tu te définir et aussi quel est un petit peu ton parcours en quelques mots? Alors, moi, j'ai commencé par la poésie. J'écrivais des poèmes et j'ai publié 3 recueils de poésie jusque-là. Et je suis passé au théâtre et puis au roman. Mais voilà, c'est le même fil qui continue à travers la poésie, qui traverse plusieurs genres différents. Et j'aime beaucoup porter mes textes à haute voix parce que ça leur donne une autre allure. Ça permet d'entrer dans l'univers de mon écriture autrement. Et je trouve que la voix fait résonner le texte peut-être encore plus fort parce qu'on est face à un public quand c'est possible. Et on a la possibilité de communiquer une énergie, de partager un moment éphémère autour des mots. Donc voilà, j'aime bien ça. Donc je préfère dire que voilà, je suis quelqu'un qui écrit et qui aime porter ses textes à haute voix. Ok. Aussi, j'ai pas précisé, mais tu es haïtien. Euh, J'imagine que c'est quelque chose d'important aussi dans ton travail, puisqu'il y a quand même une grande tradition, pas une grande histoire en tout cas, de la littérature haïtienne, aussi bien en langue française qu'en créole. Et du coup, cela m'amène à ma première question autour du terme de périphérie. Je me demandais comment on pouvait articuler ce concept de périphérie avec l'idée d'archipel, en fait, puisque j'imagine que l'archipel remet en question ces idées de centre et de périphérie. Moi, en fait, je suis né et j'ai grandi en Haïti. Du coup, j'écris euh, bien sûr avec un imaginaire qui est ancré dans l'espace haïtien, mais j'ai jamais considéré que j'étais dans une partie isolée du monde, dans une partie loin du monde, comme j'ai l'habitude de l'entendre euh, quand je suis en Europe. Et en fait, pour moi euh, euh, tout lieu dans le monde euh, peut définir le monde. C'est-à-dire, je peux parler, je peux écrire à partir du petit village où je suis né à la campagne en Haïti. Je peux parler à partir des quartiers populaires où j'ai grandi, où j'ai vécu à Port-au-Prince. Je peux écrire à partir d'un tout petit corridor, d'une toute petite rue que pas grand monde connaît. Et je parle du monde. Je parle, je parle de l'humanité. Et pour moi, c'est ça qui vient redéfinir en fait euh, la cartographie même du monde, c'est-à-dire tout être humain quelque part sur la Terre raconte quelque chose du monde. Et je pense que cette idée-là brise déjà euh, la question du centre et de la périphérie, dans le sens que, en fait, ça dépend d'où on est placé euh, pour qu'on puisse oser dire qu'on est du centre et ça, c'est de la périphérie. Euh, Ces genres de discours, très souvent, euh, ça va avec disons, une posture dominante, je pense, c'est-à-dire
une puissance, soit bon, ça vient toujours par le capital économique, c'est-à-dire des pays euh, qui ont peut-être ignoré le capital humain ou le capital poétique des autres et qui se placent au-dessus à partir de leur capital économique qui leur donne une sorte de puissance sur le monde. Et donc, ils se voient comme centre du monde dans leur rapport aux autres. Mais voilà, cette idée de dire que j'écris, je parle de mon petit espace intime et personnel et je parle du monde en le faisant, pour moi, ça brise l'idée de centre-périphérie. Hmm. Mais justement, oui, c'était en fait, c'est pas spécialement par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, par exemple, mais je me demandais si est-ce que tu avais conscience d'être, d'avoir grandi dans un archipel dans les Caraïbes, et du coup, est-ce que ça change cette perception, justement, c'est un endroit qui fait de multiples centres ou de multiples périphéries? En fait, oui, j'ai conscience que comment dire, je viens de cet archipel et en fait, je pense que la géographie ne suffit pas pour définir un lieu, en fait. Parce qu'un lieu, un lieu où des êtres humains vivent, c'est, pour moi, c'est l'imaginaire, c'est la pensée qui traverse ce lieu qui peut avoir une place encore plus forte que la géographie elle-même. Voilà. Donc, oui, pour moi, cette question d'archipel, voilà, ce maelstrom insulaire placé dans cette partie du monde, c'est pas ça qui, pour moi, ça amène pas forcément quelque chose de particulier à ce pays, à ces pays-là, parce que c'est un accident géographique, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Hmm. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir directement avec notre rapport au monde, notre manière de voir le monde. Peut-être que si, mais je ouais, je sais pas si ça a quelque chose qui vient déterminer notre rapport au monde, le fait d'être dans un archipel, le fait d'être d'une île. Hmm. Et là, maintenant, je voudrais aborder en fait peut-être, Mhm. disons, le cœur de ton travail qui est la poésie. Est-ce que cette notion de périphérie peut être aussi pour être opérante dans la question de la poésie, disons peut-être dans le rapport de la poésie avec la langue usuelle ou la langue, euh, oui, la langue de tous les jours. Est-ce qu'il y a un rapport, j'imagine, moi, est-ce qu'il y a un rapport de pouvoir? Est-ce qu'il y a entre la poésie et la langue usuelle, et donc un rapport de domination et de périphérie, ou de centre et de périphérie? Oui, je pense, en fait, la poésie, comme c'est un tout autre langage, c'est un langage qui va à contre-courant de la langue usuelle, formelle euh, et standard. Du coup, ça fait peut-être automatiquement de la poésie une forme qui a un statut euh, marginal, en fait. Parce que nous, les poètes, les poétesses, on invente une autre langue, en fait.
et je pourrais dire cette irrévérence à la langue formelle, à la langue académique, euh, ouais, donne à la poésie un statut de marginal. Et, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la poésie, en même temps, euh, est appelée à dire quelque chose sur le monde, à produire un discours sur le monde. Donc, comment, de son lieu de langue marginale, parler au monde, en fait, qui parle la langue de tous les jours, qui parle la langue courante. Euh, Moi, en tout cas, dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de puiser dans les matériaux de tous les jours, dans les matériaux de la langue courante et transformer ça euh, à travers des images poétiques et, et peut-être ainsi renouveler la langue, c'est-à-dire pour moi, on peut aider le lecteur à voir au-delà de la langue qu'il parle, en fait. Parce que la poésie va plus loin. Et euh, ce travail sur la langue de manière systématique, euh, elle est, elle est pour moi fondamentale dans la poésie. Je cite souvent Sonny Laboutansi, un écrivain que j'aime beaucoup, qui disait que euh, on est écrivain qu'à condition d'être poète. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui traverse toute mon œuvre, que ce soit dans des poèmes exactement, dans le théâtre que j'écris ou dans le roman. Il y a cette présence souterraine de la poésie parce que on est dans un langage artistique, on est dans un langage qui veut se démarquer du langage courant pour faire matière littéraire. Et du coup, euh, et du coup je pense peut-être que la poésie gardera toujours ce statut en périphérie de la langue courante. Bon, euh, j'espère, mais je ne pense pas qu'à un moment donné, euh, notre langue courante enfin, on va parler de manière poétique tous les jours, en fait. Du coup, ouais, je pense que la poésie gardera peut-être toujours cette position de périphérie parce elle invente, elle, elle réorganise le langage. Mhm. Je Moi, sais je... pas si j'ai Oui, oui. différent. Donc, moi, je suis français, en fait. Et en France, il y a eu, on a un rapport particulier à la langue, puisque la langue, depuis l'époque classique, il y a eu un grand travail, on va dire, de centralisation de la langue, de langue unique et de tout ce qui était particularisme, tout ce qui était patois, dialecte a toujours été marginalisé, effacé, méconsidéré. Donc, en tant que Français, je pense que c'est une vision très particulière de la langue qui est très centralisée et hégémonique, alors qu'il y a beaucoup de pays, heureusement, où l'histoire a été différente. Et du coup, je me demandais, toi, comment tu as articulé ton rapport entre le français et le créole, en fait. Notamment, je sais pas, par exemple, dans ton art ou dans ta vie de tous les jours. C'est l'histoire de ces deux langues
chez moi, c'est assez complexe parce que je me souviens, quand j'étais enfant, ben, chez moi, on parlait créole, bon, parce que c'est la langue maternelle d'Haïti. Euh, bon, même si le français est aussi une langue officielle en Haïti, mais c'est pas la langue de tous les jours. Donc, du coup, chez moi, on parlait créole. Et quand j'arrive à l'école, les manuels étaient en français. Et du coup, il y avait vraiment une espèce de désaccord entre la langue que je comprenais et qui pouvait traduire ma vie quotidienne et celle qu'on m'imposait de parler à l'école, en fait. Du coup, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Je ne sais pas trop comment j'ai fait pour vraiment capter les rouages de cette langue française. Bon, sans doute aussi avec la rencontre avec la littérature. Et ça a été beaucoup ouais, par euh, la littérature d'expression française. Donc, j'ai j'ai sans doute beaucoup appris dans ce lieu-là. Mais sinon, je peux dire que euh, moi, j'ai toujours vécu euh, cette complexité en Haïti où le créole a un statut euh, de second rang, dans le sens que, bon, après, c'est quelque chose qui a ses racines historiques euh, fortes en Haïti parce que euh, au temps où Haïti était une colonie de la France, euh, on a tout fait pour imposer cette langue française à des gens sur ce territoire. Et, et d'ailleurs, c'est par résistance à cette imposition qu'est né le créole haïtien. C'est, d'ailleurs, on peut le voir dans les composantes de cette langue. C'est une partie du français et une partie de différentes langues des différentes tribus euh, de l'Afrique qui ont donné cette nouvelle langue de résistance. Et en fait, ce qui s'est passé un peu plus tard, c'est que euh, l'État haïtien a remis les clés de l'éducation entre les mains des pères jésuites français. Et du coup, à travers des écoles congréganistes implantées un peu partout dans le pays, euh, qui va, en fait, ça va perpétrer cette pratique de rejeter le créole et de mettre en avant le français. D'ailleurs, aujourd'hui encore, en 2021, on a de ces écoles encore qui existent en Haïti où si on surprend un, un enfant en train de parler créole, sa langue maternelle, l'enfant est puni ou bien paye une amende. Euh, donc c'est et puis aussi par exemple le français a été promu langue officielle avant le créole dans le pays. Donc pendant longtemps le créole est resté dans la périphérie complètement euh, et on a dû attendre très tard pour que déjà cette langue devienne officielle. Et même en étant officielle, elle est encore dans la périphérie parce que il y a, il y a toute une perception bah, du français comme langue de l'éducation et du créole comme langue euh, des, des, des non
éduqué, qui fait que, ouais, en fait, le créole reste encore en périphérie, même s'il est promu langue officielle. Et dans les écoles, bon, de plus en plus, il y a des efforts qui se font. Il y a des écoles qui, qui enseignent en créole. Moi, par exemple, à l'époque, j'ai pas appris à produire en créole, à produire une réflexion, une dissertation en créole. C'est beaucoup plus tard et par moi-même que j'ai appris à le faire. Et, et ça, je pense que c'est des structures qui font que on grandit dans cette perception de notre propre langue qui fait je pourrais dire qu'on la garde dans la périphérie. Mais une fois qu'on a conscience, je crois que c'est ça qui m'est arrivé avec la littérature, c'est qu'à un moment donné, j'ai conscience que la langue n'est qu'un outil et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Euh, et du coup, ça me donne une sorte de pouvoir sur la langue même. C'est-à-dire, c'est pas la langue qui m'emmène où elle veut, mais c'est moi qui commande à la langue de dire ce que j'ai envie de dire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand j'écris, bon, j'écris dans les deux langues. J'ai pas encore publié en créole, mais j'écris aussi un peu en créole. Mais même quand j'écris en français, pour moi, il y a toujours comment dire, une sorte de chant créole en dessous. Il y a toujours parce qu'en fait, c'est la langue dans laquelle j'ai grandi. Elle, il y a l'imaginaire qui transpire à travers elle. Il y a l'espace social qui traverse les expressions, les mots, et qui fait que, il y a des choses que j'ai envie de dire, même si c'est en français, il y a un, il y a un bruit de fond créole qui va apparaître. Mmh. Oui, c'est assez clair dans ton roman. On sent qu'il y a des tournures de phrases ou des répétitions qui sont influencées par une autre langue. On sent en effet, c'est assez clair en tout cas dans ton écriture romanesque en tout cas. Et du coup, je me demandais en t'écoutant, est-ce que tu as eu accès à une culture orale créole? Est-ce que tu as eu à certains moments de ton parcours, est-ce que tu as eu accès à une poésie orale en créole, à une oraliture en créole, des contes ou quelque chose ou est-ce que c'est difficile d'accès, par exemple? Ou est-ce que c'est présent? En fait, c'est très présent en Haïti. Bon, dans les villes, toujours beaucoup moins, mais moi, j'ai grandi à la campagne et je me souviens, dans mon enfance, euh, il y avait beaucoup de jeux traditionnels qui sont en fait portés par des chants, par des légendes en créole. Et du coup, cette pratique euh, de l'oralité se transmet euh, de manière, de manière normale, en fait. Et moi, j'ai grandi avec ces chants dans ma tête qui sont encore là. Et aussi, même dans les grandes villes comme à Port-au-Prince où j'ai vécu, il y a aussi euh, une musique quotidienne. Il y a une sorte ouais, une musique qui accompagne en fait toutes les activités quotidiennes, c'est-à-dire t'as un marchand, enfin chaque marchand ambulant dans la rue
qui vend son produit a toujours un chant ou quelque chose à crier pour identifier son produit. Pour moi, tout ça fait partie de choses qui nourrissent la musique de la langue, en fait. Et puis, dans l'espace social, on se raconte beaucoup. Euh, Quand on monte dans un bus, dans une camionnette de transport public, il y a tout de suite une conversation qui s'engage, il y a des histoires qui se racontent euh, incessamment. Donc, il y a vraiment pour moi, la langue créole, elle est vivante en Haïti dans ces lieux-là. Parce que quotidiennement et dans toutes les activités, on se raconte. Euh, donc, je peux dire que, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui a traversé mon enfance et qui existe encore à Port-au-Prince. Et avec la poésie, euh, moi, je vois aussi la poésie bah, dans, dans tous ces chants populaires, en fait, dans euh, toutes ces expressions aussi qui naissent au jour le jour dans l'espace social. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de poésie là-dedans. Et il y a cette pratique aussi de dire exactement des poèmes. Je me souviens quand j'étais au lycée, t'as des jeunes qui pouvaient écrire juste un poème, ils l'impriment et ils passent dans tout le lycée, ils récitent le texte, ou bien dans des bus, tu peux en croiser. Et voilà, j'ai grandi dans cette ambiance de l'oralité et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je l'utilise à mon tour pour partager des textes que j'écris. Et au début, j'avais beaucoup fait euh, des scènes comme ça parce que, en fait, c'est difficile, par exemple, de rencontrer un jeune en Haïti qui s'intéresse à la poésie plus ou moins et qui ne connaît pas un poème. Genre, on peut être dans un bar et tout à coup, il y a quelqu'un qui dit un texte comme ça et un autre répond par un autre texte. Voilà, il y a toute cette ambiance qui pour moi fait grandir la langue, en fait, qui la réinvente. Ah, bah, tu peux y aller. Ouais, je disais qu'il y a cette pratique de l'oralité dans l'espace social qui fait vivre la langue au quotidien. Et c'est une langue, la langue créole haïtienne, c'est une langue déjà très poétique parce que en fait, euh, elle peut dire les choses directement. En même temps, il y a, et je me dis peut-être que ça vient euh, de l'idée du marronnage même, en fait. Le fait de chercher à nommer des choses, mais de manière imagée, de manière métaphorique tout le temps. Et ça, ouais, je pense que peut-être que ça vient de l'idée du marronnage, en fait, voilà, de trouver des détours, en fait, pour dire les choses. Et aussi, euh, c'est une langue qui se réinvente dans comment dire, une expérience sociale assez
violente, assez brutale, et donc elle apporte aussi des images très fortes. Euh, un exemple qui me vient en tête tout de suite là, si en créole on dit euh, l'argent poignard, argent poignard, pour désigner par exemple euh, les prêts qu'on fait à la banque pour et quand on les a avec un taux d'intérêt assez fort, les gens ils appellent ça argent poignard. Pour moi, il n'y a pas plus poétique que ça. Mm. Donc voilà, c'est une langue qui se nourrit d'une expérience sociale parfois assez violente et du coup qui fait émerger une espèce de poésie très forte là-dedans. Du coup, en t'écoutant, ça me fait penser que bon, je vais parler du point de vue européen, est-ce qu'en Europe, on n'a pas eu tendance à, disons, séparer la culture de la vie quotidienne? Est-ce que on trouve la culture au théâtre, dans les musées, dans les universités? Et du coup, je trouve que c'est un contraste assez flagrant avec cette culture dont tu parles qui infuse la vie quotidienne et tous les niveaux de la société, et, euh, qui peut apparaître aussi bien dans la vie quotidienne que dans des livres, mais qui du coup est beaucoup plus large et qui a pas d'espace, il n'y a pas un espace attitré pour la poésie créole, par exemple. Ouais, en fait, c'est toujours difficile de trouver l'équilibre parce que quand on a des institutions qui fabriquent de la reconnaissance, on finit toujours par laisser des choses de côté parce que ça rentre pas dans tel cadre qu'on a établi d'avance. Et ouais, c'est très difficile de faire accéder ces choses-là au patrimoine vraiment euh, littéraire. Euh, du coup, tout ce que je viens de raconter là et qui se passe dans la vie quotidienne, je pense que c'est tellement fort qu'on on va peut-être pas le perdre parce que voilà, c'est quelque chose qui va avec la façon de vivre. On va pas le perdre, mais si on regarde du côté de ouais, la fabrique de reconnaissance, il n'y a pas d'entrée pour ces pratiques-là, pour ces choses-là. Il n'y a pas de reconnaissance attribuée à ces pratiques-là. Euh, Après, en Haïti, il y a depuis peu une académie du créole haïtien. Bon, j'ai pas encore vraiment vu qu'ils ont fait de travaux spécifiquement sur la récupération ou préservation de ces éléments-là. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très fort dans la vie quotidienne et je pense que ça va se perpétuer de toute façon. Très bien. Ben, je te remercie pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ou est-ce que tu as des projets à venir dont tu aimerais nous parler peut-être? Euh, Bon, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Sinon que je travaille actuellement sur une pièce de théâtre, parce que comme on parlait de périphérie, Mhm. je travaille sur une pièce de théâtre autour
d'une résistante anticolonialiste haïtienne qui s'appelle Sanit Belair, qui a voilà, qui a vécu vers la fin du XVIIIe siècle en Haïti et qui s'est engagé très tôt dans des combats pour la liberté et qui a été capturé en 1802 par l'armée française et exécuté en public. Euh, Bon, à l'époque, pour les rebelles capturés, pour les hommes, ils devaient être fusillés et pour les femmes décapitées. Et cette femme, elle va refuser d'être décapitée et elle va obtenir le droit d'être fusillée comme tout le monde. Donc voilà, son histoire m'intéresse beaucoup. Disons surtout sa représentation aujourd'hui dans l'histoire et dans les espaces dits de mémoire de la résistance anti-esclavagiste. Donc voilà, je travaille autour de cette figure-là. Euh, je m'inspire de son parcours pour écrire une pièce de théâtre parce que j'ai envie de, comment dire, justement aller chercher ces éléments de la marge, de la périphérie. Euh, bon, elle, je pense que on la connaît pas du tout en France ou ailleurs. En Haïti, on connaît son nom, mais pas forcément son histoire. Et on la retrouve très peu dans les livres d'histoire et tout. Donc voilà, je travaille autour bah, disons que je prends cette absence comme matière pour construire ma pièce, en fait. Donc voilà. Ok, très bien. Bah, je te remercie et à bientôt. Au revoir. Merci, avec plaisir.